Le temps de l'Europe. Antoine Lereux, Johanna Touzel. Bonjour, malgré les remous de la crise grecque, l'euro reste aujourd'hui, avec l'espace Schengen, la réalisation la plus concrète de la construction européenne. Envisagée officiellement pour la première fois à la fin des années 70, la monnaie unique a été actée en 1992 à Maastricht, créée en 1999, avant d'être enfin réalisée en 2002. Les citoyens de 11 pays à l'origine du projet, rejoints par la Grèce, ont alors partagé les mêmes pièces et les mêmes billets. Aujourd'hui, ce sont 19 États qui forment la zone euro, ou UEM, Union économique et monétaire, sorte d'union à l'intérieur de l'Union, qui est vue par certains comme le futur moteur de la construction européenne. Mais les fils qui tiennent cet édifice sont ténus. La crise à la fin des années 2000 l'a démontré. Si des mesures correctives indispensables ont depuis été prises, elles l'ont été dans l'urgence et elles demeurent insuffisantes. Nous en parlons avec notre invité du jour. Et notre invité, c'est Philippe Maystadt. Bonjour Monsieur Maystadt. Bonjour. On est très heureux de vous recevoir. Vous avez été membre du gouvernement belge pendant près de 20 ans, ministre des Finances de 1988 à 98, et vous avez présidé le Conseil ECOFIN en 93. Pendant 10 ans, vous avez ensuite été président de la Banque européenne d'investissement entre 2000 et 2011. Et donc, de ce fait, vous avez suivi non seulement la mise en place de l'euro, mais aussi la récente crise que nous avons tous vécue. Vous l'avez vécue de l'intérieur. Et vous publiez ce livre, L'euro en question, aux éditions Avant-propos. Et donc un livre que moi personnellement j'ai beaucoup aimé parce qu'on comprend vraiment les tenants et les aboutissants de l'euro, de cette monnaie unique, les problèmes et ce qu'il faudrait apporter en termes de réparation, comme vous dites. Et il y a très peu de gens, je crois, qui ont cette vue globale sur cette problématique de l'euro et qui ont aussi cette capacité pédagogique d'expliquer à un citoyen lambda ce qu'est ce projet de monnaie unique. Et alors, c'est drôle parce que vous commencez votre livre avec cette rencontre que vous avez faite un jour, gare de Bruxelles midi, avec un monsieur qui vous interpelle, qui vous dit « tout ça, c'est la faute de l'euro ». Alors vous lui demandez quoi? Mais le chômage, les pensions, la dette grecque, la crise, quoi, tout ça, c'est la faute de l'euro. Et donc, c'est ça qui vous a tellement choqué, interpellé, que vous avez eu envie d'écrire ce livre? Mais disons que cette interpellation à laquelle je ne m'attendais pas sur le quai de la gare est venue s'ajouter à une série d'autres réactions qu'on a entendues. Je cite aussi dans mon livre l'opinion de The Economist, l'influent hebdomadaire britannique, qui parlait de l'euro comme d'une monnaie dont l'existence même était mise en danger. Donc il y avait un certain nombre de signes qui traduisaient soit de l'incompréhension, soit de l'inquiétude. Et donc je me suis dit qu'il était peut-être utile d'abord de rappeler pourquoi on a voulu faire l'euro, parce que les gens ont parfois la mémoire courte et oublient quelle était la situation avant l'euro. Donc rappeler quelles étaient les intentions de ceux qui ont porté l'euro sur les fonds baptismaux. Ensuite, j'essaie de montrer qu'on a réagi après la crise et qu'on a apporté un certain nombre de corrections, ce que j'appelle des grosses réparations à la maison de l'Union économique et monétaire. Et enfin, je veux indiquer, et c'est peut-être l'objet principal du livre, ce qu'il reste à faire, parce que je crois que la construction n'est pas encore achevée et qu'il y a des réformes importantes qu'il serait urgent de mettre sur le métier. Donc vous avez présenté finalement, Philippe Maystadt, le sommaire un petit peu de votre livre, des constats et des propositions sur lesquels nous allons revenir dans un instant. Mais avant, même au plus fort de la crise, l'euro a été défendu par tous, ou presque. Est-ce qu'aujourd'hui, l'euro, alors que Schengen est mise en cause, n'est-elle pas la seule chose qui nous tient vraiment ensemble, nous les Européens? C'est très frappant de voir comment l'euro a été défendu par la plupart des responsables politiques. Et c'est une chose que les marchés financiers ont complètement sous-estimé. Les observateurs, les analystes, les acteurs des marchés financiers étaient convaincus que l'euro allait exploser. Ce qu'ils ont complètement sous-estimé, c'est la volonté politique. Parce que l'euro, ça résulte d'abord d'un choix politique. Il y a de très bonnes raisons économiques pour lesquelles on a voulu faire l'euro, mais il y a aussi un choix politique, qui est clairement un choix d'intégration, en particulier l'intégration de l'Allemagne dans l'Union européenne. C'est très clair que la chute du mur de Berlin, la réunification allemande, ça provoquait certaines inquiétudes. Le président Mitterrand, par exemple, n'en faisait pas mystère. Et donc, on s'est dit, comment faire
pour que cette Allemagne, qui devient la puissance économique dominante au milieu de l'Europe, comment faire en sorte qu'elle reste bien accrochée à l'Union européenne. Hubert Védrine, un ancien ministre français, disait que finalement l'euro avait été créé à l'issue d'un deal politique entre Mitterrand et Helmut Kohl, finalement dans l'optique de la réunification. Alors c'est peut-être une formule un peu simplificatrice, mais c'est clair qu'il y a notamment eu le sommet d'Évian, avec une rencontre entre le chancelier Kohl et le président Mitterrand, qui a été tout à fait déterminante. Donc, cette raison politique qui était déterminante venait s'ajouter à une série de bonnes raisons économiques qui avaient déjà été analysées dans une série de rapports et qui expliquaient pourquoi, d'un point de vue économique, l'euro serait un progrès. Alors aujourd'hui, la zone euro comporte 19 membres. Pour faire partie du club, il faut respecter un certain nombre de contraintes budgétaires. Il faut aussi et surtout accepter de transmettre sa souveraineté monétaire nationale à la Banque centrale européenne. La politique monétaire devient donc commune, ça c'est la grande innovation. En revanche, les politiques économiques restent nationales. Erreur de départ, dites-vous, dans votre livre, qui a coûté si cher pendant la crise. Et pourtant, certains l'avaient prédit. Vous citez dans votre livre Jean-Claude Juncker, qui est aujourd'hui président de la Commission européenne. Il aurait déclaré « Nous étions 4 à vouloir mettre le terme de gouvernement économique dans le traité, Bérégovoy, Delors, Maystadt et moi. » Qu'est-ce qui a créé, d'après vous, ce vice de forme originelle ? Pourquoi les États membres n'ont pas voulu faire plus à l'origine ? Alors, les États membres ne voulaient pas faire plus pour différentes raisons. Quand, en effet, puisque Jean-Claude Juncker l'a rappelé, nous avons été quelques-uns à proposer de créer ce que nous avions appelé un gouvernement économique européen, nos amis allemands y ont vu une tentative de revenir sur l'indépendance de la Banque centrale européenne. Les Allemands avaient fort insisté pour que la future Banque centrale européenne ait des statuts pratiquement copiés sur ceux de la Bundesbank, c'est-à-dire un statut d'indépendance. Parce que les Allemands, vous le savez, en raison de leur histoire, ont très peur de tout ce qui peut contribuer à alimenter l'inflation. Et donc, ils voulaient que la Banque centrale soit indépendante des pressions politiques, puisse dire non au gouvernement si ceux-ci pouvaient être tentés de faire tourner la planche à billets et ainsi de provoquer de l'inflation. Donc les Allemands avaient obtenu que l'on inscrive dans le traité de Maastricht ce principe de l'indépendance de la Banque centrale européenne. Et quand nous sommes venus avec cette proposition, ils y ont vu une tentative de revenir sur ce principe d'indépendance, ce qui n'était certainement pas l'intention ni de Jean-Claude Juncker ni de moi-même, mais la conversion du gouvernement français à ce principe d'indépendance de la Banque centrale était tellement récente que les Allemands étaient quelque peu méfiants. Ça, c'est une première raison. Mais plus fondamentalement, il y avait cette croyance que les marchés financiers allaient imposer la discipline. Et on nous citait l'exemple des États américains, des provinces canadiennes, qui payaient des taux d'intérêt différents suivant leur situation. Et le raisonnement était, et il y avait d'ailleurs des académiques qui publiaient à l'époque des analyses dans ce sens-là, en disant, mais ce sont les marchés financiers qui vont imposer la discipline. Donc c'est une double croyance en fait complètement fausse qui était de dire d'une part du côté allemand les règles ça suffira, les gens vont respecter les règles, pas besoin de gouvernance, pas besoin de coordination et les marchés vont imposer leurs lois. C'était complètement naïf, non ? C'était en tout cas la croyance dominante à l'époque. Et c'est à dessein que j'emploie le mot croyance parce que c'était de cet ordre-là. En fait, les marchés n'ont pas du tout imposé cette discipline. Pourquoi ? Parce que les marchés n'ont pas cru à la clause dite de no bailout, c'est-à-dire la clause qui interdit de venir au secours d'un État en difficulté, qui est inscrite dans le traité de Maastricht. Les marchés n'y croyaient pas, en disant de toute façon, s'il y a un problème, les autres interviendront. Et donc les marchés n'ont plus fait de différence entre les États participant à l'Union monétaire. Et c'est ainsi, si vous voyez les graphiques, qui sont spectaculaires, alors qu'avant le lancement de l'euro, il y avait des écarts de taux d'intérêt importants entre, par exemple, l'Allemagne et l'Italie, l'Espagne, la Grèce. À partir du moment où ils entrent dans l'euro, on voit cet écart de taux d'intérêt se réduire jusqu'à devenir insignifiant. Les marchés financiers faisaient payer pratiquement les mêmes taux d'intérêt à la Grèce qu'à l'Allemagne. Et donc, quand, tout d'un coup, ils se sont aperçus que suite à la révélation par le Premier ministre grec du réel déficit grec, qui était un choc pour tout le monde, les marchés se sont dit,
les autres vont venir au secours. Et en fait, les autres ne sont pas venus. Et donc, c'est à ce moment-là que l'inquiétude a grandi, qu'il y a eu l'effet de contagion, que les écarts de taux d'intérêt ont considérablement grandi, non seulement sur la monnaie grecque, sur l'euro anglaise, mais également en Italie, en Espagne, etc. Et donc, à ce moment-là, et comme souvent, on passe d'un excès à l'autre. Les marchés financiers, longtemps aveugles à l'égard des déséquilibres qui s'étaient créés entre les pays participant à la zone euro, les marchés tout d'un coup se réveillent et à ce moment-là provoquent une crise en demandant des taux d'intérêt tout à fait exorbitants à certains pays. Ces faiblesses structurelles, finalement, ces vices cachés, ils apparaissent donc au grand jour pendant la crise. On en parlait, crise qui éclate en 2008, crise qui est bancaire à l'origine, un parti des États-Unis, qui devient, parce que les États européens doivent s'endetter pour sauver leurs banques, une crise de la dette souveraine. Alors chacun cherche à sauver ses banques. Finalement, il n'y a pas d'approche globale. C'est la première correction qu'il faudra apporter. On va y revenir. Il y en a plusieurs autres, des corrections. Mais avant, Philippe Mechstad, est-ce qu'à un moment, vous, pendant la crise, quand les réunions de la dernière chance se succédaient, est-ce que vous avez vraiment craint pour la survie à court terme de l'euro ? Non, pas vraiment, parce que participant aux réunions à l'époque, je percevais la forte volonté politique de maintenir l'euro. Ça, vous l'avez toujours senti ? Ah oui, je l'ai toujours senti, en tout cas dans le chef, notamment du gouvernement allemand, du gouvernement français, d'autres gouvernements, c'était très clair. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces gouvernements ont improvisé un certain nombre de réparations. Donc la faiblesse fondamentale de la construction issue du traité de Maastricht, c'est qu'il y avait une jambe monétaire forte, avec une banque centrale européenne menant une politique monétaire unique, mais qu'en contrepartie, l'autre jambe, la jambe économique, était beaucoup plus faible, c'est-à-dire que les politiques économiques restaient nationales et trop peu coordonnées. Et donc c'est cette faiblesse fondamentale qu'il a fallu petit à petit corriger. Vous avez employé le mot improviser. Oui, on a vraiment improvisé. Ça, pour avoir assisté à certaines réunions, je peux vous dire, c'était vraiment de l'improvisation. On se trouvait devant une crise qu'on n'avait pas prévue, parce que quand on négociait le traité de Maastricht, certains étaient dans l'illusion qu'il n'y aurait pas de crise. Et donc, quand la crise a surgi, on manquait des instruments pour gérer cette crise. Et il a fallu improviser. On a fait d'abord un fonds européen de stabilité financière, mais qui était assez fragile. Il a heureusement été remplacé aujourd'hui par un mécanisme plus permanent, le mécanisme européen de stabilité, qui peut intervenir si un pays se voit privé d'accès au marché des capitaux. Donc, c'est une première grosse réparation qu'on a apportée. Alors revenons justement, parce que c'est un vrai effet domino qui commence avec les banques en fait. Oui. Et le paysage bancaire en Europe qui est totalement différent des États-Unis, où là on a eu des dirigeants comme Obama qui ont dit « too big to fail » pour certaines, et d'autres on va les laisser faire faillite. Pourquoi est-ce qu'on s'est obstiné à sauver certaines banques en Europe ? Pourquoi est-ce que chacun a voulu sauver son champion national en France, en Belgique ? Il y a un lien trop étroit entre les autorités d'un État et ce qu'ils appellent leurs banques, les banques nationales. Et donc, chacun voulait à tout prix sauver ses banques. Et c'est ça d'ailleurs qui a coûté très cher et qui explique qu'on n'a pas du tout suivi la même approche qu'aux États-Unis. C'est parce que les banques savent qu'on ne les laissera pas couler qu'elles ont pris tous ces risques aussi. C'est en partie vrai. C'est aussi parce que les superviseurs bancaires, qui étaient des superviseurs nationaux, ont fait preuve assez souvent d'une certaine forme de laxisme, de tolérance, de souplesse à l'égard des banques qu'ils étaient censés surveiller. Donc ça veut dire qu'on a fait une monnaie unique, mais qu'on n'a pas créé une vraie supervision bancaire au niveau européen. C'est exact. Ça a pourtant été discuté. Pendant que nous négocions le traité de Maastricht, la Belgique avait proposé de prévoir un superviseur bancaire au niveau de la zone euro. Ça nous semblait logique. À partir du moment où on avait une monnaie unique, on savait que ça allait entraîner notamment une diversification des activités des banques, que les banques allaient assez naturellement s'étendre dans toute la zone où on utilisait la même monnaie. Il nous semblait donc normal d'avoir un superviseur au niveau de la zone euro. Donc c'était refusé, mais il y a eu, c'était le compromis final, une petite phrase dans le traité qui dit « le jour où, à l'unanimité, les États membres décideront d'avoir une supervision unique,
ils pourront la confier à la Banque centrale européenne. Et c'est cette disposition qui a servi de base pour créer ce qu'on appelle aujourd'hui l'union bancaire. Voilà donc pour les banques. On va parler du budget maintenant. Vous y consacrez une part importante de votre livre, notamment le pacte budgétaire qui a été renforcé, le two-pack, le six-pack, on ne va pas rentrer dans le détail. Il y a des nouvelles règles, finalement, davantage de contrôle. Vous dites dans votre livre, Philippe Maystadt, c'est important d'avoir des règles communes, mais finalement, ce n'est pas ça le plus important, non ? C'est important d'avoir des règles communes, mais vous ne pouvez pas tout enserrer dans les règles. C'est un vieux débat, en fait. Je dirais, pour simplifier, entre l'approche allemande, qui est une approche fondée sur les règles, et qui demande qu'on élabore des règles les plus précises possibles et qu'on les respecte. Les Allemands, et il se trouve que c'est une qualité, ont très fort le sens de l'état de droit. Mais la difficulté, c'est que vous ne pouvez pas tout prévoir à l'avance dans des règles. J'ai dit un jour, parce qu'on voulait prévoir des exceptions en cas de circonstances exceptionnelles. On l'a vu avec les attentats du par 13 exemple, novembre. Moi j'avais dit à l'époque à mon collègue allemand, on ne va quand même pas inscrire le degré d'échelle de Richter pour considérer qu'un tremblement de terre est une circonstance exceptionnelle ou non. Enfin, je veux dire, on ne peut pas tout prévoir à l'avance dans les règles. Et de l'autre côté, vous avez l'approche qui est plus souvent défendue par les pays latins, la France en tête, qui est il faut faire confiance au jugement des autorités. Donc il faut laisser ce qu'on appelle un pouvoir discrétionnaire étendu aux autorités. Et en fait, on cherche tout le temps un équilibre entre ces deux approches. Il faut faire comprendre à nos amis allemands qu'en effet les règles c'est important, qu'il faut les respecter. Et c'est dur ça qui a irrité au plus haut point les Allemands, c'est la tricherie des Grecs qui n'ont pas respecté les règles. Donc c'est vrai, c'est important de respecter les règles, mais il faut en même temps laisser une marge d'appréciation à l'autorité politique. Entre parenthèses, c'est quand même eux les premiers qui n'ont pas respecté les règles à l'époque de Schröder et Chirac. Hein. Ah oui, bien sûr. Voilà. Donc, vous avez tout à fait raison. Ils se sont affranchis voilà. des règles budgétaires, avec une très bonne raison dans le cas de l'Allemagne, c'est que c'est le gouvernement Schröder qui fait ces réformes structurelles, notamment du marché du travail, qui explique que l'Allemagne s'est trouvée dans une bien meilleure position de compétitivité. Et j'ai parfois dû rappeler à des amis allemands, n'oubliez pas que vous-même, vous l'avez fait en séquence. Vous avez d'abord fait les réformes structurelles, puis ensuite, vous avez mis de l'ordre dans votre budget. Et donc, n'imposez pas, par exemple aux Grecs, de faire tout en même temps. Alors sur le budget, aujourd'hui il n'y a pas de budget de la zone euro, il y a un budget de l'Union européenne qui est dérisoire, vous le dites dans votre livre, c'est 1% du PIB, il y a des instruments de sauvetage qui ont été mis en place, vous plaidez dans votre livre pour un budget commun, ou plutôt une capacité budgétaire, comme dit Herman Van Rompuy. Alors deux possibilités pour ce budget, soit des ressources propres, une taxe sur les transactions financières, on a vu qu'a priori c'était assez mal engagé, ou une contribution des États membres. Aujourd'hui dans le contexte économique, vous dites dans votre livre, les États font tout pour recevoir le plus du budget européen et y contribuer le moins possible. Et vous citez Alain Lamassoure, le président de la commission des budgets au Parlement. Il dit il y a 27 Thatcher autour de la table. Est-ce que les États aujourd'hui sont prêts à mettre de l'argent pour un budget de la zone euro ? Je pense que, peut-être pas tous, mais que certains gouvernements seraient capables de surmonter ce premier réflexe qui est de dire j'essaye de tirer le maximum du budget tout en contribuant le moins possible. Je pense que plusieurs gouvernements aujourd'hui seraient en mesure de dépasser cela, pour autant qu'on assure un bon équilibre entre responsabilité et solidarité. C'est la thèse des Allemands. Ils disent on veut bien aller plus loin dans l'intégration européenne, y compris avec des mécanismes permanents de solidarité, mais pour autant qu'on soit sûr que tous les pays participants agissent de manière responsable et notamment respectent les règles qu'on a arrêté de commun accord. Voilà, pour le budget, on va parler de la dette maintenant. Quand je dis on devrait réfléchir à un traitement collectif des dettes publiques, je ne pense pas spécialement à la Grèce, mais je pense à une série de pays qui aujourd'hui doivent consacrer une part relativement importante de leur budget au service de la dette, alors que cet argent pourrait être utilisé plus utilement, notamment pour faire des investissements d'avenir. Donc c'est ce que vous dites, en fait, la première chose importante à faire maintenant, c'est de réduire cette dette parce que c'est pas durable ni pour les générations actuelles ni pour les générations futures. Mais vous dites aussi la dette, il faut pas en faire une obsession non plus, puisqu'il y a des États dans le monde qui s'en sortent plutôt bien. Vous citez le Japon qui a 246% d'endettement par rapport à son PIB. Les États-Unis, je crois que c'est 100%. Et donc la grosse différence, c'est que ces pays-là possèdent leur dette, c'est ça ?
La grosse différence, c'est que les marchés considèrent que ces pays-là seront toujours en mesure d'assurer le service de la dette, c'est-à-dire de rembourser le capital et de payer les intérêts. C'est un jugement que portent les marchés financiers. Et donc, il n'y a pas de règle absolue en la matière. Je cite quelques exemples de pays qui ont une dette bien inférieure, mais qui n'ont plus accès au marché des capitaux Comme parce que les marchés disent non, c'est tellement mal géré qu'ils seront incapables de rembourser. Et il n'y a pas de chiffre magique. À un moment donné, sur base d'une étude qui avait été publiée aux États-Unis, la Commission européenne a essayé d'imposer une limite. Ça n'a pas de sens, parce que ça dépend vraiment d'un tas de facteurs qui sont spécifiques. Le problème, c'est qu'on ne sait pas où se situe la limite pour chaque pays. On sait qu'elle n'est pas la même, ça c'est clair, que ça peut être très différent, mais on ne sait pas où se situe la limite. On ne sait pas. Ça dépend comment le pays est géré, quoi. Oui, et puis ça dépend aussi tout d'un coup de la réaction des marchés qui vont dire non, maintenant ils sont allés trop loin, on ne les finance plus ou on les finance à des taux d'intérêt tout à fait exorbitants. Et donc c'est pour ça qu'il faut se méfier et qu'on ne peut pas laisser la dette gonfler indéfiniment parce qu'à un moment donné, les marchés vont dire non, c'est plus possible, on arrête. Et alors c'est la catastrophe. Et alors pour s'en sortir d'une façon pas trop brutale, vous proposez cette mutualisation des dettes au niveau européen, qui est très contestée côté allemand, mais il y a ces propositions d'eurobonds, etc., de mutualiser la dette en dessous de 60% ou au-dessus du plafond. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer ça? Ça veut dire que tous les Européens seraient solidaires ensemble des dettes de tous? Alors c'est un peu plus compliqué, et nous n'avons peut-être pas le temps d'entrer dans les détails techniques, mais effectivement, j'indique dans mon livre qu'il y a différentes propositions, dont certaines viennent d'ailleurs d'économistes allemands, qui essayent d'introduire une certaine forme de solidarité, de mutualisation dans le service de la dette, mais sans négliger la responsabilité. Et donc c'est l'idée, par exemple, avancée par un conseil d'économistes allemands, qui est d'avoir un fonds de rédemption, qui consiste, je simplifie, à dire, on met la bonne partie de la dette dans le pot commun. Les États doivent s'engager à racheter progressivement leur propre dette, mais comme ça aurait été mis dans un pot commun, elle aurait pu être refinancée à de meilleures conditions. Donc, chaque État reste responsable du service de sa dette, mais ce service est allégé parce que, pendant un temps, il y a une forme de mutualisation qui permet de refinancer cette dette à de meilleures conditions. Alors Philippe Mechtat, c'est bientôt la fin de cette émission. On va aborder 2 derniers thèmes. On va commencer par le social, qui est devenu, dites-vous, une véritable variable d'ajustement. Pourtant, c'est une spécificité du modèle européen. C'est pas de la charité, vous le dites dans votre livre, c'est de la logique du long terme. Aujourd'hui, le social, ça reste du ressort des États membres. Il n'est pas réaliste, dites-vous, ni souhaitable d'envisager une modification de la répartition des compétences dans ce domaine. Mais il faut que les États coopèrent entre eux et avec les autorités européennes. Alors, vous faites la proposition d'une réunion des ministres, finalement, des affaires liées à l'emploi, à l'image de ce qui se fait à l'Eurogroupe et de relancer aussi la consultation des syndicats. Finalement, vous prenez une sorte de convergence par la discussion et l'échange d'idées. Dans le social, on peut faire que comme ça, finalement? C'est vrai qu'il y a peu de compétences qui ont été accordées par les États membres à l'Union européenne. Et c'est bien comme ça? Ce sera difficile à changer de toute manière. Mais néanmoins, les quelques compétences, en particulier en droit du travail, qui ont été accordées à l'Union européenne, il faut que l'Union européenne les exploite à fond. Et par exemple, une mesure qu'à mon avis il faudrait prendre, ce serait d'imposer à chaque État membre de fixer un salaire minimum interprofessionnel, qui ne sera pas le même au départ. Vous ne pouvez pas imposer le même salaire minimum partout, mais qu'il y en ait un partout qui couvre tous les secteurs, pour éviter ce qu'on connaissait encore récemment en Allemagne, qui vient d'instaurer ce salaire minimum interprofessionnel. Mais auparavant, vous aviez des secteurs comme les abattoirs, où c'était une véritable exploitation de travailleurs, d'ailleurs le plus souvent immigrés, qu'on payait d'une façon scandaleuse. Et donc, c'est ça qu'il faut éviter. Donc, voilà un exemple d'une mesure qui, elle, pourrait être prise au niveau européen, une directive imposant à chaque État de fixer un salaire minimum interprofessionnel. À côté de ça, il y a des tas d'autres mesures qui restent de la compétence des États, mais où l'Union européenne, ou l'autorité de la zone euro, pourrait jouer un rôle d'impulsion, d'encouragement, éventuellement même avec un encouragement financier, pour adopter les meilleures pratiques, les meilleures mesures. Un exemple, c'est ce qu'on fait dans ce qu'on appelle la garantie jeune. L'Union européenne a proposé que
chaque État membre s'engage à offrir à tout jeune de moins de 25 ans, dans les 4 mois de sa sortie de l'école ou de la perte d'un emploi, de lui offrir soit un stage, soit un emploi, c'est encore mieux, soit une formation. Ne pas le laisser inoccupé, mais lui offrir quelque chose de positif dans les 4 mois. Eh bien, l'Union européenne a mis de l'argent à disposition des États pour leur permettre d'instaurer cette garantie pour les jeunes. On va terminer par la gouvernance démocratique, c'est peut-être ce qu'il y a de plus important aujourd'hui. On en a parlé pendant les crises, les décisions ont été prises dans l'urgence. Finalement, on ne s'est pas vraiment soucié de savoir si c'était démocratique ou pas, notamment la Troïka dans le cas grec. Quelles sont vos propositions, vous, pour que la zone euro, et vu comment éventuellement le futur moteur de la construction européenne, soit davantage démocratique? Et que les citoyens se reconnaissent dans ce projet, vraiment. Une première chose, c'est qu'il faut faire la clarté, qu'on sache qui décide quoi et qui contrôle qui. Parce qu'aujourd'hui, les citoyens ne s'y retrouvent plus. C'est incompréhensible. Ça devient tout à fait incompréhensible. Donc, clarifie. Par exemple, je soutiens l'idée, que défendue notamment par la France, l'Allemagne et l'Italie, l'idée d'avoir un président à temps plein de l'Eurogroupe. Parce que l'Eurogroupe, c'est finalement l'instance la plus importante dans la zone euro. On l'a vu pendant la crise grecque. Ouais. Oui, mais elle est présidée par un ministre des Finances, qui est ministre des Finances dans son pays, et ça lui prend beaucoup de temps. Et donc, que pendant 2 ans et demi. Donc l'idée, ce serait de faire un mandat de 5 ans. Ce serait d'avoir un mandat qui pourrait être de 5 ans, mais de quelqu'un qui ne ferait que cela, et qui serait responsable. Donc on saurait qui devra les rendre des comptes devant le Parlement européen, mais aussi devant les parlements nationaux. Donc, et qui en même temps pourrait aussi être le représentant de la zone euro dans un certain nombre d'organisations internationales, comme le Fonds monétaire international. La seconde partie, c'est bien entendu de faire en sorte qu'il n'y ait plus de zones d'ombre, de zones qui ne sont soumises à aucun contrôle démocratique. C'est par exemple l'action de la Troïka, qui a imposé des mesures à certains pays sans véritable contrôle démocratique. Et le Parlement européen, à plusieurs reprises, a dénoncé ce qu'il appelait la boîte noire de la Troïka. Ça doit cesser. Ouais, c'est drôle parce que vous citez une anecdote, un ministre qui découvre dans le Financial Times que la Troïka a pris telle décision. Donc c'est fou quand même. Un commissaire européen que j'interpelle parce que je le connais bien, et je lui dis, mais Joachim, comment as-tu pu accepter de réduire le salaire minimum en Grèce à 580 €? Et il m'a répondu, mais je l'ai appris comme toi par la presse. Incroyable, oui. Donc ça ne va pas, ça. Donc plus de zone d'ombre, toutes les décisions prises au niveau de la zone euro doivent être contrôlées par une instance parlementaire. Et enfin, troisième axe pour renforcer la démocratie, je crois que c'est aussi une question de culture. Je le dis prudemment parce que j'ai beaucoup de respect pour les fonctionnaires de la Commission européenne, mais ils ont parfois tendance à croire que c'est eux qui doivent décider et imposer les solutions. Et donc il y a cette tendance à vouloir imposer une sorte de modèle uniforme dans tous les États membres et dans toutes les régions. Je pense qu'il faut laisser beaucoup plus de place à l'innovation au niveau local, quitte après à constituer des réseaux et à mettre ensemble les meilleures initiatives. Mais il faut permettre à la démocratie de fonctionner aussi à partir de la base. Ça me paraît évident dans des domaines comme les transports. Vouloir imposer le même modèle de transport partout, ça n'a aucun sens. Laissons trouver les solutions au plan local. Dans le secteur de l'énergie, on doit aller vers des modèles beaucoup plus décentralisés de production d'électricité, par exemple, plutôt que d'avoir des immenses centrales, d'avoir beaucoup plus de production locale d'énergie renouvelable. Mais c'est encore plus vrai dans le domaine social, où il faut laisser se développer des expériences sociales. Je cite un exemple dont je m'occupe, qui est celui du microcrédit. S'il vous plaît, n'imposez pas du haut des règles uniformes, mais laissez-nous développer des expériences de microcrédit. Voilà, ce sera le mot de la fin. Philippe Maystadt, merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous sortez ce livre, L'euro en question, aux éditions Avant Propos. Johanna Touzel, merci à vous. Merci Antoine Lereux. À bientôt, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro. À très bientôt.